Après près d'une décennie d'émotions, d'attentes, de discussions et de théories, une page se tourne pour nous tous, et quoi qu'on en dise, cette série aura marqué son temps et créé un véritable phénomène social autour d'elle. On est parti pour jeter un coup d'œil ensemble à la conclusion de Game of Thrones. Salut tout le monde et bienvenue dans la Citadelle, et c'est avec une petite pointe de mélancolie que je vous retrouve pour cette dernière analyse de cette série qui nous aura fait vibrer depuis tant d'années. Et pour tout vous dire, j'ai pas trouvé cette conclusion incroyable. J'ai pas trouvé nul à chier, mais voilà, je l'ai pas trouvé spécialement ouf. Après, j'ai pas vraiment été déçu non plus, pour la bonne et simple raison que j'en attendais pas grand chose, la série ayant jamais été célébrée pour ses bonnes conclusions. Les saisons ont toujours suivi plus ou moins la même structure, donc à savoir la mise en place d'une intrigue, une montée en puissance jusqu'à un dénouement fort au pénultième épisode, qui était souvent le neuvième, puis un épisode final qui retombe en intensité et qui nous présente la situation finale de la saison. Et c'est ce à quoi je m'attendais pour cet épisode, et c'est plus ou moins ce qu'on a eu. Après, il y aura forcément des gens qui verront le verre à moitié vide, d'autres qui verront le verre à moitié plein, et pour ma part, je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire en prendre le contenu et en examiner l'eau. Et je rappelle, une fois encore, que je suis là pour analyser l'épisode, donc notamment par rapport à ma connaissance du monde et des personnages, et non pas en faire une critique. On va passer directement à la première partie de l'épisode, puisque cet épisode est séparé en deux parties bien distinctes, dans le temps déjà, mais également dans l'ambiance visuelle. Et cette première partie, je l'ai trouvée plutôt pas mal. Il s'y passe un certain nombre de choses intéressantes, et le dénouement qu'on attendait tous. Et pour commencer, je voulais revenir sur cette ambiance, justement, qui est très sombre. Visuellement, c'est très gris, c'est très froid, et ça contraste énormément avec l'épisode précédent, et même avec pratiquement toutes les scènes de King's Landing finalement. Et donc ça permet vraiment de comprendre les conséquences de ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Donc on avait vu dans l'analyse de l'épisode 4 que Daenerys deviendrait la reine d'un tas de cendres, et c'est exactement ce que les premières scènes nous montrent. Visuellement, à commencer donc par le générique qui nous présente un King's Landing qui est complètement détruit, avec le lion Lannister derrière le trône qui est détruit, ce qui est très symbolique d'ailleurs. Et on a donc ce paysage de désolation, avec également les conséquences humaines visibles. Donc je pense par exemple à un type brûlé qui marche, on voit beaucoup de cadavres, de squelettes. Et on a aussi des détails un peu plus subtils, comme la présence de la cloche brisée sur le sol, donc qui rappelle que la paix était à portée de main, mais que Dany l'a refusée, et donc cette cloche se retrouve maintenant au sol, brisée. Et l'ambiance sonore est également pour beaucoup, puisque les dialogues sont très rares, très laconiques, et surtout il n'y a pas de musique avant 10 minutes, ça c'est vraiment assez marquant. Et au passage, on a une interaction entre Jon et Tolkonodo au sujet du traitement des prisonniers, qui est la continuation directe de celle qu'on avait dans l'épisode précédent, où les soldats Lannister se rendent, Jon essaie de les défendre, etc. Et donc on reste toujours dans cette optique de nous montrer le manque de clémence de Dany. D'ailleurs au passage, cette scène m'a un peu fait rigoler, parce qu'on y retrouve le fameux soldat immortel, ce mec là, qui est un petit running gag de la production. On arrive alors à la découverte par Tyrion des corps sans vie de son frère et de sa sœur. Une scène qui est très touchante, puisque comme je l'avais dit dans l'analyse précédente, il est quelque part responsable de la mort de toute sa famille proche, donc de ses parents, comme son frère et sa sœur. Et cette scène conclut magnifiquement l'histoire de Jaime et Cersei, puisqu'on les retrouve tous les deux serrés l'un contre l'autre à l'étroit, de la même manière que dans le ventre de leur mère, d'une part, mais également dans une étreinte autour de leur enfant. Et le fait que Tyrion trouve la main en or en premier, puis les corps sous un tas de briques, ça nous rappelle que derrière les apparences et l'opulence ostentatoire des Lannister, il y a bien une famille qui passe avant tout. Et on a donc à ce moment la première utilisation d'une musique de tout l'épisode, avec une énième variation de deux thèmes qui sont très liés à cette famille. Donc exactement comme dans l'épisode précédent, on en avait parlé, on a une variation de Light of the Seven, donc qui est la musique de Cersei, qui rappelle son destin, qui est de mourir de la même manière que ce qu'elle a fait subir à tant de personnes, donc à savoir dans le feu et l'effondrement d'un bâtiment iconique de King's Landing. Puis on a bien sûr Reigns of Castamere, donc le thème de la famille. Et toute cette partie musicale donc est bien sûr jouée de manière très triste, avec uniquement un violon soliste, ce qui fait au passage donc bien ressentir la solitude qu'éprouve Tyrion,
puisqu'il devient le dernier membre de la branche principale de sa maison. Un détail également qui m'a assez marqué dans cette scène, donc c'est Tyrion qui frappe à plusieurs reprises le sol avec une pierre. Ça m'a directement évoqué cette scène où Jaime visite Tyrion dans sa cellule, donc un peu comme en miroir de celle de l'épisode précédent. Et donc dans cette scène, Tyrion a un long monologue sur un cousin à eux qui passait sa vie à écraser des blattes avec une pierre. Et en fait, donc ce que nous disait ce monologue, c'est que dans le monde dans lequel on est, les plus puissants chercheront toujours à écraser les plus faibles, et ce, quel que soit leur niveau d'intelligence. Bon, pour un handicapé, je sais pas trop si on peut vraiment parler d'intelligence, mais vous m'avez compris. Et donc à la fin de cette scène, Tyrion déposait une blatte et la laissait partir, donc en nous faisant comprendre que c'était pas son cas à lui de donner la mort sans raison. Et donc le fait d'avoir ce parallèle à ce moment-là, c'est pour montrer le lien donc avec Dany qui elle écrase tout le monde comme des fourmis pour asseoir sa puissance. Et c'est très visuel, donc notamment sur ce plan large qu'on peut voir là. Et donc ça l'écarte d'autant plus de Tyrion, et ça nous mène à la rupture qui intervient dans la scène suivante. Et cette scène donc nous montre Daenerys au sommet de sa puissance, et elle est pour moi très réussie, visuellement comme dans son écriture. La cinématographie est vraiment impressionnante, elle rappelle évidemment donc toute l'imagerie des totalitarismes, donc à commencer par les congrès de Nuremberg, qu'on peut voir dans Le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl. Et c'est une imagerie qui sera reprise de nombreuses fois dans l'histoire du cinéma, donc par exemple dans l'adaptation cinématographique de 1984 de George Orwell, dans V pour Vendetta de James McTeague, ou plus récemment dans Star Wars. Et on a donc droit à une scène donc d'avènement d'un régime totalitaire, avec une Daenerys qui embrasse corps et âme son aspect de dragon, dans tous les sens du terme, puisque les images nous la montrent habilement avec des ailes déployées de conquérants Targaryen, mais également de personnification de la mort. Et son discours également la place totalement dans cette optique de conquérante valérienne, puisque en plus d'être une sorte de Aegon Ier réincarné, elle parle de conquérir Essos à la manière de ce que Valyria avait fait là-bas durant les millénaires avant la conquête. Et donc son discours en Dothraki rappelle la prophétie que j'ai déjà mentionnée dans l'épisode d'avant, mais également le discours de Khal Drogo dans l'épisode 7 de la première saison, qui pour moi est une des scènes les plus épiques de cette série. Et donc elle poursuit sur un discours en haut valyrien que Tyrion peut là comprendre. Le pauvre Jon, lui, il a dû rien piger à tout le délire. Et on arrive donc sur la conclusion finale de l'histoire de Dany et Jon, une conclusion tragique puisque c'est Jon qui doit se charger d'y mettre un terme pour le bien du royaume et de l'humanité entière. Et ici aussi, au passage, on a le thème musical de Jon et Dany qui est joué par un soliste. Et donc comme je l'avais détaillé dans l'analyse de l'épisode 5, et comme nous le rappelle Tyrion dans cet épisode également, Dany a toujours été plus ou moins comme ça, mais tous les protagonistes préféraient fermer les yeux donc devant ses vices et lui trouver des justifications par amour pour elle. Et un des coups de force les plus impressionnants de l'intégralité de la série, à mon sens, c'est d'avoir réussi à faire passer ce ressenti non pas uniquement au personnage, mais également à une bonne part de l'audience, puisque par sympathie pour le personnage de Daenerys, je pense que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans une situation similaire à celle de Jon ou de Tyrion, c'est-à-dire à lui trouver des excuses ou à tenter de justifier l'injustifiable. Et c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose également qui soulève beaucoup de questions, et je trouve que c'est une vraie leçon de sociologie, en particulier par rapport au culte de la personnalité, et jusqu'où les masses seraient prêtes à suivre un leader charismatique quand on est convaincu qu'il agit avec une bonne intention. Et ça permet de mettre le doigt sur un point essentiel de la nature humaine, c'est-à-dire l'adoration, voire même l'adulation, et on peut se demander combien de personnes d'entre nous auraient été des Jon, et combien d'autres auraient été des Grey Worm. Et c'est donc à Jon que revient la tâche d'éliminer la menace que représente Dany, et ça aurait pas pu en être autrement, et ça pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, par rapport au présage qui avait été fait à Dany dans la House of the Undying à Qarth, donc le même endroit où on avait eu la vision de Daenerys dans la salle du trône détruite. Et donc cette prédiction avait dit à Dany entre autres qu'elle connaîtrait 3 trahisons. Une pour le sang, une pour l'argent et une pour l'amour. Donc ça fait un petit moment qu'on pouvait s'attendre à ce que Jon lui fasse une crasse. Ça on y reviendra plus en détail dans la vidéo sur les prophéties dont je vous ai déjà parlé. Et donc au-delà de ça, cette fin parachève totalement l'évolution du personnage de Jon. Donc comme le disait Maester Aemon, et c'est rappelé d'ailleurs par Tyrion dans leur dialogue, l'amour est la mort du devoir. Et de cette conversation que Maester Aemon avait eue avec Jon transparaît le choix qu'il a eu à faire. Aemon avait demandé ce qu'aurait choisi Eddard Stark entre son honneur et les gens qu'il aime, et ce à quoi Jon lui avait répondu que son père aurait choisi toujours ce qui est juste.
Aemon lui dit également mais qu'est-ce que l'honneur comparé à l'amour d'une femme, et qu'un jour tout le monde devra faire ce choix. Ned Stark lui avait fait ce choix, donc en faisant croire au monde qu'il avait eu un fils d'une autre femme, pour amour pour sa sœur, et Jon, donc lui ayant été simplement élevé par Ned et donc sans mère, ça explique quand même qu'il a un comportement assez similaire de celui de son père. Et donc d'ailleurs, Aemon et Jon partagent au final tous les deux une destinée assez similaire. Donc tous les deux Targaryen, ils ont à un moment donné été héritiers légitimes du trône et ont eu l'opportunité de prendre la couronne, la refusant pour rejoindre la Night's Watch, donc exactement comme Jon le fait dans cet épisode. Et c'est donc totalement naturel que ressurgisse la phrase d'Aemon, qui lui avait dit donc par rapport à ce choix qui se présente à Jon aujourd'hui. Et donc cet acte de tuer Dany s'inscrit parfaitement dans l'histoire de Jon, dont la storyline majeure est le sens du sacrifice pour ce qui est juste. Il a toujours dû sacrifier ceux qu'il aimait pour le bien collectif. Ça avait commencé par la mort de Corinne Halfhand, où il a dû tuer donc son frère pour le bien du royaume. Ça s'est poursuivi avec la mort d'Ygritte, dont il n'est que partiellement responsable, et ça se poursuit aujourd'hui. Et c'est pas pour rien qu'il finit sur la phrase « Tu es ma reine, aujourd'hui et à jamais », donc en jouant sur le double sens, puisqu'elle est sa reine littéralement, mais également la reine de son cœur. Et l'histoire de Jon, c'est l'histoire du héros malgré lui. Le mec qui était tranquille dans son coin, qui se retrouve roi du Nord, héritier légitime, amant de la reine, qui sauve le monde et qui finit pépouze dans son coin perdu avec son chien, c'est exactement ça. C'est l'image du mec qui arrive pour faire le bien et repart mener sa vie paisible. C'est ce que Tormund lui disait quand il lui avait dit qu'il appartenait au seul vrai Nord, donc c'est l'endroit où il est vraiment libre et il est qui il est vraiment. Et c'est également pour ça que je suis très satisfait donc qu'il ne soit pas devenu roi, ça aurait été vraiment dommage d'un point de vue narratif. Et ça a un côté très Seigneur des Anneaux aussi, avec donc les hobbits qui vivent des aventures incroyables, et qui sauvent le monde et qui reviennent tranquillement chez eux. Et je trouve que ça a un aspect aussi très Cincinnatus. Alors j'ai jamais fait de latin, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Donc Cincinnatus, c'est un Romain qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui par 2 fois est sorti de sa vie paisible dans une ferme parce que Rome avait besoin de lui comme dictateur. Et donc par 2 fois, il a assuré son mandat et après coup, il a refusé le pouvoir pour repartir chez lui, tranquillement. Et donc pour toutes ces raisons, c'est très riche de sens que ce soit Jon et donc personne d'autre qui mette fin aux ambitions de Daenerys. Elle lui a fait montrer que le pouvoir de l'amour n'était rien face à l'amour du pouvoir. Et ouais, je viens de caler du charisme dans une analyse de Goth. Non mais plus sérieusement, le dialogue en lui-même montre la totale déconnexion de Dany par rapport à la réalité. Cette scène est symboliquement forte, puisque donc il y a un parallèle évident avec la mort d'Aerys II, donc son père, qui a été poignardé au pied des marches qui mènent au trône. Et c'est une symbolique qui se poursuit, donc avec Drogon, qui fait fondre le trône après nous avoir fait une petite scène Roi Lion style. Et donc ce trône avait été forgé par Aegon et son dragon Balerion donc lors de la conquête, et il est normal qu'il soit détruit par Drogon au vu de tous les parallèles qu'on a déjà évoqués dans les analyses précédentes entre ces deux événements. Et c'est également un symbole important puisque c'est la destruction de l'objet qui centralise une bonne partie des ambitions qui rongent ce monde. Donc là encore c'est un peu comme l'anneau unique. Si on veut voir encore plus loin, on peut y reconnaître un lien avec la prophétie d'Azor Ahai, qui dit qu'un héros sauvant le monde a forgé une arme de feu après 3 étapes. Donc la première a été de la tremper dans l'eau, ce qu'on peut voir avec la mort de Viserion. La deuxième dans un cœur de lion, ce qui peut là donc faire référence à la mort de Rhaegal, qui est tué sur ordre de Cersei, donc d'un lion. Et la dernière étape ayant été de transpercer le cœur de la femme qu'il aime, et c'est ce que Jon fait ici. Donc ayant accompli ces étapes, notre héros aurait créé Lightbringer, donc une arme de feu, qui n'est d'autre que le souffle de Drogon, et qui sauve le monde en détruisant ce qui lui nuit le plus, donc à savoir le trône. Bon après, est-ce que c'est volontaire ou pas, chacun y voit ce qu'il veut. Personnellement, je trouve ça intéressant symboliquement, mais un peu capillotracté quand même. Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut dire, c'est que Jon a accompli quelque part sa destinée. Il a vaincu la glace et le feu, donc directement ou indirectement, et est bien le prince promis de la prophétie targaryenne A Song of Ice and Fire. D'un autre côté, il est également la personnification vivante de la Night's Watch, parce que, donc, comme le répète Tyrion, il a été le bouclier qui a protégé les vivants, et paradoxalement, maintenant qu'il rejoint le mur, his watch has ended. Et donc comme je l'avais dit en intro, on peut passer à la seconde partie de l'épisode, donc une seconde partie qui est en roue libre totale, et qui a juste pour but de dresser donc un tableau final de l'état des personnages.
Alors cette partie est bourrée de fanservice, d'éléments assez incohérents ou illogiques, mais bon après personnellement ça m'a pas tant dérangé que ça, dans la mesure où j'en avais plus vraiment grand chose à foutre en fait. Pour moi on avait déjà eu donc notre conclusion à l'histoire, et cette deuxième moitié c'était plus voilà pour dire adieu en bonne et due forme à ces personnages qu'on a suivis pendant tant d'années, donc ça me faisait plus rire qu'autre chose, cet aspect à la limite de la fanfiction. Et donc cette partie commence des mois après la mort de Daenerys, puisqu'il a fallu ramener tout un tas de personnes qui sont à des centaines de kilomètres de King's Landing. Avec un gros changement d'ambiance, puisque donc il y a plus de cendres, il fait beau, etc. Et on commence par un nouveau procès de Tyrion à King's Landing, ça commence à devenir une habitude, donc un procès qui a lieu au Dragon Pit. Alors c'est un lieu qui n'a pas été choisi par hasard, puisque c'est là où étaient gardés les dragons des Targaryen, et où la majorité y sont morts, et donc c'est un lieu qui est symbolique de la chute de leur puissance. Et je pense que cette scène, et même toute cette conclusion en fait, est symptomatique de plusieurs problèmes majeurs de l'écriture. Et là je vais même pas parler du rôle bancal de Grey Worm, des Unsullied et d'Osraki par rapport à Jon et Tyrion, mais la solution finale est de manière inhérente, écrite donc d'une manière qui est juste pas cohérente avec l'univers de la saga. On va voir pourquoi. Donc le problème majeur de cette conclusion, en fait, c'est que la série essaye de donner une fin pour chacun des personnages qu'on connaît, et ça tant mieux, hein, ok, pourquoi pas, mais sans faire aucun cas de la cohérence du monde dans lequel il évolue. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à un monde cohérent, avec une logique, et où les personnages sont écrits suivant ces axiomes. Là, on voit un scénar qui est écrit, et c'est le monde derrière qui s'y adapte, et peu importe si on jette à la poubelle sa cohérence. Je vais vous donner des exemples et ça sera plus simple. Tenir un conseil pour décider d'un roi, j'ai pas de problème avec ça. Ça a déjà été fait 3 fois par le passé, aucun souci. Mais le scénar, dans le but de nous présenter nos héros, oublie complètement le reste du monde. Et c'est pas parce qu'une multitude de personnages n'ont pas été introduits, donc ni dans la série, ni dans les livres, qu'ils n'existent pas dans le monde dans lequel ceux qu'on connaît interagissent. La scène du conseil essaye de nous vendre que les seigneurs les plus puissants sont réunis. C'est absolument pas le cas. Ça, c'est une carte des maisons principales de Westeros. Et vous croyez qu'après des années de guerre civile, donc qui laissent un vide de pouvoir aussi important, les grands seigneurs Westerosi vont être prêts à accepter comme ça la domination de qui que ce soit sans aucune concertation? Non, dans ce genre de situation, et l'histoire de cet univers nous l'a montré à de nombreuses reprises, tout le monde va essayer d'améliorer sa situation personnelle. Et je parle pas du fait que Bran soit nommé roi, hein, ça me dérange pas plus que ça en fait. Il en fallait un, et je trouve que les arguments avancés sont acceptables. Et au point où j'en étais, ils auraient pu nommer Gendry ou Zarozon Daxos, j'en avais plus vraiment grand chose à carrer, très honnêtement. Mais non, ce que je veux dire, c'est que vous croyez qu'avec une défaillance aussi importante du pouvoir central, les régions déjà un minimum autonomes réagiront comme ça? Dorne, qui est probablement le constituant du royaume le plus indépendant, qui a déjà ses propres lois, sa propre culture, suivra pas l'exemple du Nord? Je peux dire la même chose des Iron Islands aussi, hein, et en fait l'épisode agit comme si genre 80% de la population de Westeros était morte ou disparue, et qu'on était dans une situation où il reste presque plus personne. Là ça aurait déjà été plus acceptable, sauf que c'est pas le cas. Dans la même idée, donc pendant ce conseil, donc il y a Sam et Brienne qui siègent, mais c'est des personnages qui ont pratiquement aucun pouvoir, donc mis à part celui d'être connus du public. Brienne, typiquement, c'est son père, qui est toujours seigneur de Tarth, mais elle, c'est juste un chevalier comme il y en a des milliers. Et je pense que là où c'est le plus symptomatique, c'est le sort réservé à Bronn. Donc Bronn devient Lord de Highgarden. Bah mon pote, t'es pas dans la merde, hein. Le Reach, donc je le rappelle, c'est la région donc dont Highgarden est la capitale. C'est de très loin la région la plus puissante des Seven Kingdoms. Si vous avez vu donc la vidéo sur les populations, elle concentre à elle seule 28,8% de la population du royaume. Et les seigneurs du Reach donc, sont presque aussi puissants que plusieurs seigneurs majeurs d'autres régions. L'équilibre des pouvoirs dans cette région, c'est quelque chose qui est très instable, et chacun des grands seigneurs essaye en permanence d'augmenter leur influence. Et rendez-vous compte que la maison Tyrell, donc de base, avait déjà une super mauvaise cote de popularité auprès de ses seigneurs, uniquement parce qu'ils étaient moins nobles que les autres et qu'ils sont hissés à la tête de la région, parce qu'ils ont choisi de se ranger du côté d'Aegon lors de sa conquête. Et c'est une des raisons pour lesquelles Randyll Tarly s'allie aux Lannister dans la saison précédente, au passage. Et donc c'est une maison qui est en place depuis près de 3 siècles et déjà loin de faire l'unanimité chez les seigneurs du Reach, vous imaginez pour Bronn?
Quand les Hightowers, les Florent, les Red Wines, donc pour citer vraiment juste les plus grands seigneurs locaux, vont débarquer, ça va pas être la fête pour lui, hein. Et je vous rappelle qu'on parle d'un univers où la simple entorse à l'honneur d'une maison peut avoir des conséquences cataclysmiques. Alors je comprends bien l'évolution de Bronn, si vous voulez, donc il est censé représenter l'arriviste opportuniste qui part de rien et qui s'élève dans la hiérarchie sociale, donc un peu comme un bel ami de Maupassant. Ça, y a aucun problème. Mais putain, c'est pas compliqué de conjuguer ça avec la logique qui est déjà ancrée dans l'univers. Là, dans la situation dans laquelle il est, Bronn, mais je lui laisse pas 2 mois, hein. Et j'ai un peu la même remarque pour Sam qui finit Grandmeister, donc c'est une des 7 positions du Conseil restreint. On reviendra là-dessus dans une vidéo sur l'organisation administrative du royaume. Et donc ça pareil, ça a aucun sens. Le Grandmeister, c'est la seule position qui n'est pas choisie par le roi. C'est la citadelle qui se réunit en un conclave et qui vote pour le Meister qui sera le plus approprié pour assumer le rôle. Sauf que je le rappelle, Sam n'est pas Meister. Sam il a pas achevé sa formation, il a forgé aucun anneau, à part peut-être celui de la médecine, ça ok. Mais ça c'est un problème fondamental que j'ai. J'ai l'impression qu'au lieu d'être un observateur d'un univers cohérent, on est la raison pour laquelle l'univers s'adapte, quoi, ce que je disais tout à l'heure. Et donc on parlait justement du conseil restreint, c'est un peu le même souci que j'ai, donc sa line-up, enfin sa composition, est absolument pas pensée pour satisfaire la noblesse Westerosi et asseoir une paix durable. Donc comme c'est le dernier épisode, on peut pas introduire des nouveaux personnages, ça ok, mais ça veut pas dire que l'univers, une fois qu'on sera plus là pour l'observer, il est pas censé continuer d'exister. Bon après je vais tempérer un peu ce que je dis parce que donc cette scène du conseil m'a quand même bien fait rire, donc on y a retrouvé l'écriture des dialogues propres à cette série et pour un hommage, une conclusion, ça fait du bien quand même. Et un autre élément significatif, c'est que les personnages présents, donc c'est un infirme, un nain, un assassin, un contrebandier, une femme et une grosse victime de la vie. Donc ça c'est un thème qui est assez cher à George R. R. Martin, puisque Tyrion, donc qui a lui-même choisi le conseil, le disait dans l'épisode 1, qu'il avait un faible pour ceux qui n'étaient pas en position de puissance. I've a tender spot in my heart for cripples, bastards and broken things. Lui il parlait de Cripples, Bastards and Broken Things, c'est même le titre d'un épisode. Et cette scène permet également de rendre hommage à l'œuvre de Martin, puisque Sam apporte un livre donc intitulé du nom de la saga. Au passage, on a une petite blague sur la non-présence de Tyrion, donc ce qui rappelle ce que Varys lui avait dit, qu'il serait donc la pièce maîtresse de la survie des gens, et qu'il ne figurait sur aucun livre d'histoire pour ça. D'ailleurs, donc le fait d'amener ce livre, ça fait un peu une fin similaire au Seigneur des Anneaux, où il y a un hommage à l'écriture du texte, donc par un bouquin qui porte le titre de l'œuvre. On a également Podrick, qui devient un membre de la Kingsguard, donc ça, je pense que c'était un peu pour le caser quelque part, parce que sérieusement, j'ai un doute qu'il fasse partie des 7 meilleurs combattants du royaume. Mais bref, en parlant de la Kingsguard, on a Brienne qui est élevée au rang de Lord Commander, ce qui pour le coup est assez cohérent, notamment du fait qu'elle succède à Jaime dans ce rôle, et que ça correspond totalement à son personnage, donc qui a toujours été dans la protection, à commencer quand elle était dans la Kingsguard de Renly, puis au service de Sansa. Et au passage, j'aime bien leur nouvelle tenue, donc qui cette fois a le symbole de la corneille aux 3 yeux de Bran. Et on a donc une scène où Brienne complète l'entrée de Jaime Lannister dans le livre blanc. Alors le livre blanc, officiellement appelé le livre des frères, c'est un livre qui compile les faits d'armes de chaque frère de la Kingsguard, et c'est de la responsabilité du Lord Commander de le remplir. Et cette scène est vraiment réussie, parce qu'elle parachève la relation de Brienne et Jaime, dont j'ai déjà parlé extensivement dans l'analyse de l'épisode 2. Et donc pour rappel, leurs deux histoires sont assez similaires, et basées sur l'honneur, la loyauté ou encore le manque de reconnaissance. Et donc le fait que Brienne complète sa page, ça laisse une trace indélébile de Jaime et de ses actions. Et pour quelqu'un qui avait toujours suivi ses convictions malgré les répercussions que ça avait sur son image, donc je pense en particulier au meurtre d'Eris II, ça complète de manière magnifique et totalement logique cette relation. Et le fait qu'elle finisse par mort en protégeant sa reine, donc ce qui est la chose la plus honorable pour un membre de cette confrérie, et qui contraste avec donc la réputation de Kingslayer qu'il a eu pendant une grande partie de sa vie, et bah c'est une façon de laver son honneur. Petit mot sur Grey Worm, qui lui pour le coup va pas avoir une fin sympathique, puisqu'il part pour l'île de Nath, et qu'une maladie endémique de cette île, donc appelée la fièvre des papillons,
a tué tous les étrangers qui ont essayé de s'installer sur place. C'est également pour ça que Nathalie Emmanuel, donc l'interprète de Missandei, a un sigle de papillon à côté de son nom en intro. Pour ce qui est de Sansa, là aussi sa conclusion a du sens. Donc tout au long de sa vie, son objectif c'était de devenir reine, et c'est ce qu'elle devient. Mais elle ne devient pas la reine qu'elle était censée être, donc c'est-à-dire une reine naïve d'un conte de fées. Non, elle devient une reine forte de tous les enseignements qu'elle a tirés, et son parcours importe autant que sa situation finale. Et donc on termine sur une troisième scène de King in the North pour nous rappeler les velléités indépendantistes de cette région. D'ailleurs, heureusement qu'il prononce ces paroles, parce que sinon le tout dernier mot prononcé de cette série, ça aurait été bordel. I once brought a jackass and a honeycomb into Bordel! Et seul bémol de cette scène, je trouve, c'est sa couronne. Donc tous les rois du Nord ont toujours eu la même couronne, et c'est cette même couronne qui a été reforgée pour Robb Stark. Et ça aurait été un clin d'œil sympa aux œuvres, je trouve, mais au lieu de ça, donc on a un diadème à 2 direwolves. Mais au-delà de ça, l'imagerie des direwolves est très bien utilisée dans cette scène de fin, puisqu'elle rappelle l'identité des 3 protagonistes dont les plans s'entremêlent, soutenus par le thème musical de la maison Stark, qui est combiné habilement avec le thème principal de la série. Donc pour Sansa, il s'agit donc de cette couronne, des armatures de son trône et de la cheminée. Pour Jon, c'est ses retrouvailles avec Ghost, et pour Arya, donc c'est la proue de son navire et sa voile. Et en parlant du destin d'Arya, donc son exploration vers l'ouest, ça renvoie à celle qui avait été entreprise par Brandon Stark, donc des millénaires avant, et dont il était malheureusement jamais revenu. On va bien entendu parler un peu de Brandon, et étonnamment, ça m'a pas tant dérangé que ça qu'il ait été élu roi, donc bon après comme je vous l'ai dit, je m'en foutais un peu. Mais même si c'est très mal amené et pas très bien expliqué, quand on y pense, ça a du sens. Donc Bran n'est plus lui-même depuis un moment, et on sait qu'il a aucune prétention sur le pouvoir, et que c'est pas quelque chose qui l'intéresse, donc comme on peut même le voir encore dans la scène du conseil restreint. Et donc c'est compréhensible que le scénario se porte sur lui, qui ne fait pas partie donc de ce monde qui lutte pour le pouvoir. Et on se retrouve avec un Bran comme roi officiel, mais totalement détaché de sa fonction. Et comme Bran l'avait prévu, donc c'est Tyrion qui est le réel dirigeant, qui comme il l'a toujours été, donc dirige et fait ce qui est bon pour le peuple, mais tout en restant en coulisses. Et on finit donc cette série exactement comme elle a commencé, c'est-à-dire avec une sortie au-delà du mur. Et pour une saga qui a toujours été très axée donc sur l'aspect cyclique des choses, c'est tout naturel. Et on y aperçoit la symbolique d'une plante qui pousse, et donc voilà, c'est la victoire de la vie sur l'hiver, et également une référence au titre du dernier bouquin, A Dream of Spring, donc c'est-à-dire un rêve, un espoir de printemps. Et pour conclure cette vidéo, je pense qu'on peut tous se poser un peu et prendre le temps d'apprécier ce que cette série a pu nous fournir. Donc bien entendu, ça n'occulte pas toutes les critiques évidemment justifiées, notamment sur les dernières saisons, mais comme l'a dit le vrai roi légitime, Mongassur Stannis Baratheon, une mauvaise action n'enlève pas la bonne, et une bonne la mauvaise. Chacune doit avoir sa juste récompense. Et il en tient qu'à vous, soit de vous focaliser sur le négatif, soit de vous rappeler de l'ensemble de ce que cette saga nous a apporté. Et pour ma part, ça fait presque 10 ans que je la suis, et j'ai commencé quand j'étais en première, à la fin de la saison 1, et je peux dire que j'ai grandi avec, quelque part. Quant à l'avenir de cette chaîne, plusieurs personnes m'ont posé la question, et bien entendu, je vais continuer de vous fournir des vidéos variées sur l'univers de la saga. Je vous rappelle qu'à la base, j'avais même pas prévu de faire ces analyses, mais bon, j'ai senti que je pouvais apporter quelque chose. Et donc mon objectif pour cette chaîne, c'est d'établir une sorte d'encyclopédie la plus complète possible sur cet univers. Donc vous pourrez vous attendre à y trouver des vidéos spécifiques pour chacun des lieux géographiques, chaque événement historique, mais également donc des analyses sur les personnages, comme j'ai pu en esquisser au travers de ces analyses des épisodes. La série est terminée, mais notre voyage à nous vient à peine de débuter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ces analyses, et je vous remercie profondément de les avoir suivis. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires ce que vous avez pensé donc, de cette analyse et également de la conclusion de cette saga. Et s'il y a également des thèmes qui vous intéressent pour des futures vidéos, n'hésitez pas à le mentionner également dans vos commentaires. D'ici là, nous on va se retrouver quand même assez bientôt avec encore pas mal de vidéos sur cet univers, et je vous dis Valar Morghulis et à la prochaine.